Du coup, alors déjà, avant de commencer, la société médiévale est divisée en trois ordres, le tiers-état, la noblesse et le clergé, qui sont aussi nommés, comme on le voit sur le schéma que vous avez à l'écran là, laboratores, bellatores, oratores. Donc laboratores, c'est ceux qui travaillent, c'est le tiers-état. Le bellatores, c'est ceux qui font la guerre, la noblesse, ceux qui se battent. Et oratores, ceux qui prient, le clergé. Donc cet élément dans leur nom définit en fait en soi quel élément central qui les définit. Un tiers-état qui est là pour effectuer le travail de la terre, mais également le travail artisanal, le travail du commerce, donc tout ce qui fait fonctionner en final la société, et ça représente l'immense majorité de la population. Là, ils disent à peu près 80%, hein, c'est même plus, même si ça peut varier en fonction des périodes. 80% c'était plutôt limite plutôt en fait la population rurale. Et du coup, Bellatorès, donc c'est le rôle central de la noblesse, c'est se battre. C'est ce qui justifie en fait cette situation de classe dominante. C'est ce qui justifie ses privilèges également. Pourquoi la noblesse ne paye pas d'impôts? Parce qu'elle paye l'impôt du sang en participant à la guerre. Donc c'est central. Et l'oratores, là aussi, ça justifie l'importance et les privilèges du clergé. Il prie. Il prie pour le salut des âmes de tous, il prie pour que Dieu soit du côté de l'ensemble du pays, de l'ensemble de l'entité du corps de la nation. Et donc, ils ont un rôle extrêmement important, en tout cas dans ce que pensent les gens du Moyen-Âge à ce moment-là. Donc, on pourrait résumer à la place de la noblesse dans la société, c'est se battre. Bon, c'est vrai, mais ça serait un peu court. On peut développer là-dessus. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire dans cet examen. Alors déjà en abordant la question de l'origine de cette noblesse, d'où elle vient, puis en développant du coup quel est son rôle, comment cette noblesse a évolué, quel est le rapport aussi de la noblesse avec les autres ordres, ça aussi c'est important. Oui, elle se bat pour les défendre, mais est-ce qu'il y a autre chose que juste se battre pour les défendre? Et on peut voir qu'il y a des interactions, il y a des tensions de domination vis-à-vis du tiers-état qui est soumis à la noblesse normalement, mais également des tensions avec le clergé, parce que le clergé a parfois aussi un rôle de seigneur. Il peut avoir des concurrences en termes du pouvoir exercé. Donc là aussi, c'est une question qui est intéressante à étudier. Excusez-moi, Donc, nous pouvons commencer. Donc, l'origine de la noblesse. C'est une question qui fait débat chez les historiens, on n'a pas une réponse claire, précise et définitive. Néanmoins, on estime que plusieurs éléments ont contribué à forger cette classe sociale. D'abord, il y a l'influence romaine qui a joué sur les anciens territoires de l'Empire, qui constitue quand même une grande partie de l'Europe médiévale. Une grande partie de l'Europe médiévale a été dans l'Empire romain, où on a été à ses frontières et influencé. Dans l'Empire romain, il y avait une noblesse, la nobilitas, qui a été une forme dominante de la société, qui était réunissait des individus des familles les plus importantes, donc il y avait une notion héréditaire dans la nobilitas, même si on pouvait y rentrer en occupant des postes importants, donc c'était pas une classe aussi fermée que pouvait sembler l'être la noblesse, et les fonctions n'étaient pas strictement héréditaires. Appartenir à la nobilitas aidait fortement à obtenir des magistratures, mais il y avait une notion d'élection. Donc ça faisait une différence, mais il y avait quand même cette notion-là de nobilitas. Et on sait que les Francs se sont inspirés du modèle romain, reprenant partie de l'institution, et donc, excusez-moi, j'ai soif, et qui donc reprend l'idée d'une classe qui occupe la plupart des fonctions politiques et des fonctions publiques. On trouve également chez les Romains une classe de chevaliers, l'ordre équestre, qui ont pu également inspirer l'idée de la chevalerie. On pouvait également trouver des formes de noblesse chez les peuples germains. Il y avait une classe dont étaient issus la plupart des chefs militaires. Donc là, on trouve l'idée d'une classe sociale liée à la guerre. Or, les peuples germaniques ont également une influence importante, puisqu'ils sont quand même installés dans ces territoires. C'est eux qui ont formé aussi du coup une partie de la nouvelle noblesse, qui sont en France, en Espagne, dans le Saint-Empire germanique, dans le nord de l'Italie, en Angleterre, etc. Et donc, la noblesse du Moyen-Âge aurait pu émerger sur ce terreau de la culture romaine et germanique. Et en fait, dans ce qui a formé la noblesse, on trouve à la fois des gens qui sont de l'élite gallo-romaine, donc de la nobilitas de l'Empire romain,
également des élites germaniques, et qui ont formé du coup l'aristocratie franque. Et ces deux élites qui étaient à la base séparées vont fusionner progressivement, notamment par le mariage. Donc on peut voir dans la composition de la noblesse au Moyen-Âge ses origines en fait. Elle vient de deux élites différentes, tous les deux nourris d'une culture à la base différente, qui ont fusionné. Après, comme chez les Romains, c'était pas une fonction strictement héréditaire, c'était pas une garantie, c'était un prérequis. Chez les Germains, c'est comme un prérequis d'appartenir à cette classe pour devenir un chef militaire, mais ça ne le garantissait pas. Et d'ailleurs, dans l'aristocratie, du Moyen-Âge, dans la noblesse, l'hérédité n'aura pas au début une aussi grande importance que par la suite. Elle va gagner en importance et prendre une autonomie vis-à-vis du roi aussi, parce qu'avant, le roi avait comme le pouvoir de... Mais il l'a eu encore après, mais c'était surtout le roi qui faisait de la noblesse. Et donc ça, c'est quelque chose qui va de plus en plus, de moins en moins avoir d'importance. De plus en plus, la noblesse va être noble d'elle-même et sans dépendre directement du roi, sans que le roi perde la possibilité de faire de quelqu'un un noble. C'est donc pas une classe figée comme on pourrait imaginer. Imaginez que c'est une noblesse qui est uniquement héréditaire, uniquement composée d'individus qui sont fils de nobles et qui ne bougent pas depuis longtemps. Non. Au Moyen-Âge, il y a eu des évolutions dans la composition de la noblesse, à la fois donc par la fusion des deux origines de la noblesse, mais également parce que le roi a pu pendant plusieurs siècles faire de nouveaux nobles. Donc, on n'est pas sur quelque chose de figé. Ça va se figer plus par la suite, même s'il y aura toujours des nouvelles noblesses, la noblesse d'Europe qui va par exemple se former. Donc, les évolutions se poursuivent. Ensuite, j'ai abordé la question de la révolution féodale, aussi appelée mutation féodale. C'est un phénomène qui commence au XIe siècle, qui voit en fait les Bellatores adopter l'organisation féodale, même si c'est une notion qui est, surtout la notion de révolution est parfois mise en doute, puisqu'on considère que ça a été quelque chose de lent, une transformation lente, qui était déjà entamée avant, et qui s'est poursuivie. Donc ça ne serait pas une révolution, d'après certains historiens, qui implique quand même l'idée d'un changement assez brutal et important, mais plutôt une évolution qui s'est poursuivie. Donc, cette organisation féodale voit les relations entre les Bellatores évoluer avec le développement des liens vassaliques, des liens d'homme à homme qui engagent l'un des deux Bellatores à servir à l'autre, devant se battre pour lui, aider à payer les rançons, payer les départs en croisade. Il doit également le conseiller et s'engage à ne pas lui nuire. En échange, le suzerain a des devoirs vis-à-vis de son vassal. Il doit le protéger, lui donner un fief, un territoire appartenant au seigneur, mais que le vassal peut exploiter et en tirer profit, et ainsi en tirer des richesses qui pourront l'aider à soutenir financièrement son seigneur. Donc le soutien financier du vassal est lié au fait que le seigneur lui donne de quoi gagner de l'argent. Les seigneurs, sur ces terres données du coup à leur vassal, a la propriété éminente sur les terres et peuvent les retirer à leur vassal si celui-ci ne respecte pas ses engagements. Donc c'est pas un don total, on donne en quelque sorte un droit d'usage, mais pas un droit effectif. Salut Laura Morel, pourquoi ça finit par Torres? Parce que ça vient du latin. Et qu'en latin, ça doit se construire comme ça. Alors je suis pas doué en latin, mais c'est des mots qui viennent du latin et je suppose que le Torres peut-être veut dire ceux qui, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un est bon en latin? Ah, attendez. Hop, mon dictionnaire de latin français que j'ai de mes cours de latin où j'étais pas bon du tout. Hein, je veux le dire tout de suite, j'étais pas bon en latin du tout. Mais on va voir si je trouve Torres ou un truc qui ressemble dedans. Peut-être que ça me donnera une réponse. Alors, Timefactus, Tophosus, on n'a pas commande avec le tofu. Torres, Torno, Toringi. Alors j'ai pas de, non, il y a pas de, j'ai pas de Torres dedans, mais ça doit venir de la construction dans latin du mot. Mais en tout cas, voilà, c'est
Si quelqu'un ici est bon en latin, je serais ravi qu'il me donne une réponse. Mais là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je range le dictionnaire de latin parce que j'ai ma petite bibliothèque derrière moi, c'est plutôt pratique. Avec mes ouvrages d'histoire, qui bon, pour l'instant, on n'est pas encore des masses. Mais voilà, c'est toujours pratique de les avoir à portée de main. Du coup, donc en tout cas, voilà, en tout cas, labor, ça c'est le travail, orat, c'est la prière, et bellat, c'est la guerre. Je regardais un commentaire, j'arrive. Du coup, j'en étais où Oui, on voit que ce qui est intéressant, hein, cette capacité du seigneur de donner un fief à un de ses vassals, ça montre qu'il ne dépend plus vraiment du roi pour avoir sa terre. Que le seigneur et sa famille sont liés à cette terre, alors qu'avant, l'aristocratie n'était pas liée vraiment à une terre. Elle avait des terres à administrer, mais ça pouvait changer. Ça pouvait changer d'un seigneur à son fils, mais même un seigneur durant sa vie pouvait se retrouver à administrer différentes terres. On a par exemple l'exemple des Robertiens. Alors les Robertiens, j'ai prévu une image pour les Robertiens, je vais vous la mettre. Alors ça, c'est l'arbre généalogique des Robertiens. En fait, Robertien est donc Robert le Fort qui a donné le nom à celui-là, puis Robert II aussi. Et que lorsqu'on regarde qui descend des Robertiens, c'est Hugues Capet. Hugues Capet qui a été roi de France, fondateur de la dynastie des Capétiens. Donc en fait, les Robertiens, c'est le nom qu'on donne à la dynastie Capétien avant qu'elle devienne roi, avant Hugues Capet. C'était des nobles importants, donc de l'époque médiévale, et qui auront donc des fiefs en Belgique, mais qui vont ensuite recevoir les comtés d'Anjou et de Paris, ce qui n'est pas du tout dans la même région que la Belgique. Donc on voit que la noblesse peut bouger, et à ce moment-là, et qu'en fait c'est par la suite que les nobles vont se lier à ces terres qu'ils ont reçues à administrer, ils vont y rester durablement, leurs enfants vont continuer, et le lien va se renforcer. Du coup, cette terre est liée au seigneur qui peut du coup après la donner en fief à ses vassaux. Il y a, oui, ce qui change aussi, c'est que le renforcement de la primogéniture. Donc l'idée que la terre est héritée uniquement à au héritier mâle aîné, et plus à tous les enfants mâles. Avant, c'était le cas. Avant, la terre était distribuée entre différents garçons, différents fils du seigneur, et également au niveau de la monarchie, ce qui fait que pendant les premiers siècles, on avait à chaque génération, souvent le royaume était divisé en plusieurs, et heureusement, la moitié des enfants mouraient avant d'avoir eux-mêmes des enfants, ce qui permettait aux oncles ou aux frères de récupérer des morceaux de terre, mais on avait également 2 ou 3 rois de France en même temps. Donc ça rend très compliqué de pouvoir suivre avec précision les dynasties, la liste des rois en fait, puisque réellement on en a plusieurs. Donc c'est vrai que c'est facile de connaître la liste des rois à partir du Capet. Avant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça va changer. On met en avant la primogéniture à ce moment-là pour éviter de diviser la terre, parce que la terre est liée à la famille, et si on veut que la famille reste puissante, il vaut mieux que la terre reste une terre, enfin, un vaste territoire sous l'administration d'une seule personne. La mutation, qu'est-ce qu'elle fait évoluer d'autre On a l'extension de la noblesse également qui intègre alors les milites. La milites, c'est des soldats. Et en fait, ces soldats n'étaient pas tous nobles, mais une partie va du coup obtenir des terres et devenir des vassaux de seigneurs. Et en fait, en obtenant ces terres, en fait, ils deviennent quelque sorte un seigneur qui a sa terre, un noble ainsi. Et il s'incite dans l'élite, et l'aristocratie, la classe des combattants se mêle, ce qui était moins le cas avant, et c'est ainsi que cette classe aristocratique devient vraiment bellatores. Ces bellatores vont également marquer la terre par la construction de châteaux, de places fortifiées.
ce qui est logique de la part d'une classe dont la fonction est de se battre. Et là, on va basculer. Alors, il faut le temps que ça recharge, mais je vais vous montrer. Je vais utiliser Ecosia Image pour vous montrer les développements des châteaux. Alors d'abord, c'était des modes féodales. Google Images. Donc les modes féodales, ça ressemblait plutôt à ça à la base. C'était des fortifications en bois sur des buts, si ça veut bien charger. Voilà. Donc c'était des petites fortifications en bois sur une hauteur où c'était plutôt protégé par le fait que c'était en hauteur, mais c'était pas, voilà, ça brûlait facilement. Et les modes en pierre vont arriver plus tard. Là, c'est plus solide, et ça n'arrive que par la suite. Mais en tout cas, c'est cette période-là qui voit le lien entre la noblesse et le château, parce qu'on a souvent, on imagine le noble dans son château, là où il réside, c'était moins le cas avant. Mais maintenant qu'il est lié à une terre qui doit défendre aussi, mais le noble doit avoir son château, sa place fortifiée. Et une place fortifiée qui l'ancre dans sa terre et également représente sa domination, parce que c'est un bâtiment visible souvent, il est en hauteur pour l'aspect défensif, mais également parce que ça permet de protéger, ça permet d'être vu de plus loin et donc de montrer aux gens qui habitent, cet endroit appartient à un seigneur. Si tu vois le château, c'est que tu appartiens à ce seigneur-là. Salut Koubi, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Hop. Donc, les châteaux se multiplient, soit à l'initiative de grands seigneurs, soit des vassaux, soit parfois même à l'initiative directement du roi, qui cherche à protéger, assurer la protection de son territoire. Les constructions en bois et les constructions en pierre vont cohabiter pendant plusieurs siècles, donc il n'y a pas un remplacement unilatéral des fortifications en bois par celles en pierre. Certes, celles en pierre prennent progressivement le dessus, mais ça prend du temps. Alors on peut parler d'exemple de la Charente que j'avais pris en exemple parce que c'est un exemple qu'on avait vu en cours. La Charente à l'époque fait partie du duché d'Aquitaine, c'est l'un des puissants du royaume et dispose d'une certaine autonomie vis-à-vis du royaume de France. Avant le phénomène de castralisation, donc au Xe siècle, on a 12 forteresses dans le territoire. C'est peu. Elles avaient toutes été construites à l'initiative du duc, mais avec la castralisation, elles vont se multiplier. Et avec des vassaux qui sont de plus en plus à l'initiative. Ainsi, jusqu'à 1100, on a une soixantaine de châteaux donc construits entre 1000 et 1100, 60% au début de la période, entre 60 et 75%, donc ça augmente progressivement, au début c'est 60% et à la fin c'est 75%, sont à l'initiative des vassaux du duc d'Aquitaine, et les autres sont à l'initiative du duc d'Aquitaine. À partir du XIIe siècle, la construction de nouveaux châteaux se poursuit, mais cette fois c'est plutôt à l'initiative du duc, puisque les 3/4 des nouvelles constructions, donc au lieu de entre 25 et 40% avant, le siècle suivant, on est maintenant à 75% des initiatives qui sont dues au duc. Donc on voit qu'il reprend en main la construction des châteaux. Il y en a un ailleurs qu'encore de mode féodal. Ah ben écoute, on va voir ça. Je pense que si on en devrait avoir une image. York, la tour Clifford est sauvée. Oui, bah oui, ça c'est complètement ça. C'est pas une en bois, mais c'est une en pierre, du coup, qui est construite sur une motte. Et qui, du coup, la tour Clifford. On va faire un petit tour par la tour Clifford. Dans la ville anglaise du même nom. Il n'y a pas un truc sur son histoire. Château d'York. Évidemment, il est parti du château d'York. Un complexe fortifié dans lequel 9 siècles, ça fait 9 siècles que ça existe, construit entre 1068, il y a eu une démolition en 1684. Et donc c'est un monument inscrit, le fait qu'il est préservé. Donc en 1068, donc c'était quand même, à l'époque, les fortifications en pierre étaient plutôt rares, donc c'est plutôt, en tout cas en France, après je sais pas en Angleterre exactement si c'était dans la même temporalité ou s'ils étaient en avance sur nous. J'avoue que ça je ne sais pas, la médiévale n'est pas la période que je maîtrise le mieux. Malheureusement, je suis plus contemporaine, mais j'essaye quand même d'en parler un peu, parce que j'ai quand même quelques trucs.
Et il va tomber en ruine parce que voilà, si le château est abandonné, ça arrive, il tombe en ruine de lui-même, hein. Donc en tout cas, oui, il y a une meute castrale à York. Sinon, en dehors de la France, c'est plutôt des initiatives royales et impériales. Dans le Saint-Empire germanique, par exemple, la plupart des constructions de châteaux sont à l'initiative de l'empereur, et il va d'ailleurs lui-même nommer les intendants qui les administrent. Et en Angleterre, du coup, oui, oui, il y a eu la conquête normande entre 1066 et 1075, dès ça. Et du coup, la castralisation s'est beaucoup lancée par la suite afin d'installer la nouvelle aristocratie. Qui seront une nouvelle aristocratie qui est à l'initiative du nouveau pouvoir. Donc c'est une manière d'ancrer, c'est nouvelle dynastie qui se met en place. Elle veut ancrer son pouvoir, nommer en place des membres de cette nouvelle aristocratie sur place pour contrôler le territoire et remplacer l'ancienne aristocratie anglo-saxonne qui pourrait être rebelle. Et donc 1075, c'est avant la construction de ce château. Ah non, 1068. Non, oui, donc non, en fait, le château a été construit pendant la conquête. Donc je sais pas si ça a été construit directement par les Normands, mais ça serait capitale du royaume viking dans sa première expédition dans le roi Guillaume. Ouais, c'est ça. Donc c'est sa première expédition, il conquiert York et fait installer un château. Donc on est complètement dans la série de construction de châteaux du la conquête de Guillaume le Conquérant. Donc tout cela est tout à fait cohérent. Donc chapitre, sous-partie suivante, cette classe s'est structurée et donc maintenant se voit confier des fonctions qui vont elles aussi se stabiliser maintenant que la classe est structurée et stabilisée. Évidemment, le combat, c'est la principale. Se battre pour le roi lorsqu'il convoque l'Ost pour défendre le royaume lorsqu'il est menacé. C'est une fonction qui développe à partir du 8e siècle. Avec les progrès de la métallurgie, on permet le développement d'un équipement de meilleure qualité mais plus cher. Ce qui fait qu'il y a une professionnalisation de l'armée. Avant, on pouvait plus facilement recruter n'importe qui, voilà. L'équipement militaire était basique. Maintenant, un chevalier avec une grosse armure, une grosse épée et tout, ça vaut largement plus qu'un groupe de paysans armés de pas grand-chose. Donc l'armée, le combat, ça devient l'apanage d'une élite. La chevalerie, alors le fantassin n'a pas disparu, il continue d'exister, mais il a un rôle plus secondaire durant cette période. Et ce n'est qu'au XIVe siècle, avec le développement des armes à feu, que le rôle du fantassin va regagner en importance, puisque t'as beau avoir une belle armure, si tu te prends une balle, tu te prends cher. Et donc à ce moment-là, les chevaliers vont à nouveau perdre en importance, et là c'est plus une nouvelle noblesse de robe qui va se développer au profit de la noblesse, aux dépens de la noblesse d'épée. Mais ça, c'est en dehors de notre période, ce n'est pas le sujet du jour. Le Bellatorès est également censé se battre pour défendre les plus faibles. C'est un peu l'image du pro-chevalier défendant la veuve et l'orphelin. Il doit également défendre les biens de l'Église, dont les membres ne sont pas censés se battre. Et celui-là, il défend, en fait, c'est les faibles et l'Église du banditisme, qui n'est pas une chose rare à l'époque. Et quand tu es sans défense, tu pouvais facilement te retrouver exposé au vol, pillage, voire pire. Et donc, en fait, c'est ce rôle-là qui justifie leurs privilèges, les extensions d'impôts, ça on l'a dit d'avant, ils payaient l'impôt du sang. Il peut aussi, du coup, lever des impôts sur les paysans, rendre la justice, faire travailler les serfs, et les paysans libres doivent la corvée sur le domaine personnel de leur seigneur. Donc ça, le domaine personnel du seigneur, c'est la réserve. Donc, on voit qu'il a de nombreux avantages grâce à ça. Les Bellatorès sont également livrés à de nombreux combats entre eux, que ce soit dans les guerres entre seigneurs, qui sont courantes durant cette période de France, souvent avec objectif d'étendre le domaine du seigneur et donc d'acquérir plus de pouvoir et de richesse. Mais c'est également des moyens de renforcer l'honneur du Bellatorès, du combattant, par la guerre. La guerre est une source d'honneur très importante. Ça peut être aussi un moyen de réparer un affront subi, parce que c'est très important ça, de réparer les affronts subis. On est dans une société d'honneur à l'époque. Et l'aspect de gloire au combat, donc se retrouve dans les guerres, mais également dans les tournois, lors desquels les nobles s'affrontent. Donc la noblesse, pour elle, le combat, c'est central. Ça assure sa légitimité, et c'est quelque chose qui, en fait, constitue une grande partie de son quotidien durant cette période. Les Bellatorès ont également un rôle du coup d'administration et de gestion du domaine. Il faut entretenir les infrastructures, par exemple.
Si les fours, par exemple, les moulins, les pressoirs, les puits, tout ça, ça appartient au seigneur, le paysan paye quelque chose pour l'utiliser, des taxes pour l'utiliser, mais le seigneur, lui, doit l'entretenir. Il doit assurer le bon fonctionnement. Il peut également se retrouver à assurer l'entretien de certaines routes et globalement assurer le bon fonctionnement de la seigneurie avec toutes les infrastructures qui le demandent, y compris les fortifications qui doivent non seulement protéger lui, mais qui doivent également permettre de protéger la population qu'il a sous sa responsabilité en cas de conflit. Et donc non seulement du coup se battre pour protéger les gens, mais les abriter dans ses châteaux. Ensuite, il y a la justice, qui est certes un pouvoir important, mais c'est aussi un devoir nécessaire au bon fonctionnement de la société. On est surtout à une époque où la justice royale est peu développée. Donc souvent, la seule justice pour les affaires du quotidien, c'est la justice du seigneur. Donc soit on laisse les gens régler leurs problèmes par eux-mêmes, et souvent ça finit par un coup de bêche dans la figure, ou un coup de couteau, soit il doit avoir une justice qui doit s'en occuper, donc c'est le rôle du seigneur d'assurer cette justice du quotidien. Néanmoins, entre le Xe et le XIIIe siècle, les Capétiens vont renforcer le pouvoir royal, la justice royale, avec par exemple les prévôts et les baillis royaux, qui sont nommés par le roi, mais ça reste insuffisant pour se passer de la justice seigneuriale pour tout le royaume. Ils ont également le devoir de surveiller la population, surveiller le respect des lois royales, donc ils tiennent un rôle de police en plus de juge. Donc c'est non seulement des combattants, mais c'est également des administrateurs. Et c'est cette fonction-là d'administrateur qui deviendra de plus en plus centrale lorsque l'importance du combat pour les nobles va diminuer du coup par la suite. Les nobles ont aussi une fonction de conseiller. Le noble doit conseiller le roi. Ça, c'est quelque chose de très important. Le roi ne gouverne pas seul. Il s'entoure de conseillers qui sont issus de la noblesse et du clergé essentiellement. Donc ça l'aide une grande partie de la cour est constituée d'aristocrates. Les différents administrateurs du royaume nommés par le roi, du coup, comme on l'avait vu plus tôt, étaient issus de la noblesse. Et même en étant plus loin de la cour, en étant maintenant installés dans leur domaine, on voit encore des nobles être des conseillers du roi, et eux-mêmes ils composent la majorité du conseil du roi, et eux-mêmes se voient comme les conseillers naturels du roi. Donc même si le conseil du roi est aussi composé de clercs, et que la composition de ce conseil peut évoluer beaucoup en fonction des périodes, en fonction des souverains, chaque souverain était en soi libre de composer son conseil du roi, et en soi il aurait très bien pu faire un conseil du roi sans nobles, mais ça aurait été quelque chose qui aurait été très mal vu, et globalement il ne le faisait pas parce que c'était pas considéré comme ce qui se faisait en fait dans la bonne gestion du royaume. Tout ce qui est l'administration aussi au-delà du conseil, tout ce qui est administration qui se développe durant cette période-là. C'est vrai qu'au début du Moyen-Âge, enfin pour une grande partie du Moyen-Âge, tout ce qui est administration royale est très peu développé. C'est quelque chose qui se renforce et ça va être composé de nobles. Les baillis et les prévôts dont on a parlé, c'était souvent des nobles qui étaient à ces fonctions-là et pas le tiers état. Et là aussi, c'est en lien avec la mutation féodale. Comme on l'a dit, la mutation féodale, c'est une organisation de la société où un vassal prête serment à son suzerain. Les nobles prêtaient serment au roi également. Quasiment tous les nobles avaient prêté serment au roi. Comme n'importe quel vassal à son suzerain, du coup, ils devaient conseil. Donc, non seulement ils avaient des rôles importants localement, dans l'administration locale du royaume, mais même au niveau national, ils avaient un rôle extrêmement important. Mais du coup, la noblesse a des rôles importants, mais également en conflit avec d'autres pôles de la société. Et parce que, pour diverses raisons, ces pôles de la société peuvent avoir des intérêts divergents avec ceux de la noblesse, et parfois se retrouver en conflit avec eux. La première opposition porte sur la nature combattante des bellatores avec le clergé. En fait, le clergé est opposé à la violence. Et si l'aspect défense est plus faible et du clergé est accepté, par contre, l'aspect, par exemple, des nobles qui se battent entre eux, ça, par contre, c'est beaucoup moins accepté. C'est vu quand même beaucoup plus comme une violence qui n'a pas vraiment de sens ni de but utile pour la société, et juste, faites la violence, quoi. Donc, c'est vu comme quelque chose de mal pour le clergé.
Ainsi, l'Église va tenter durant cette période de mener la politique de la paix de Dieu afin d'empêcher les seigneurs de mener des guerres privées. Le Xe siècle, par exemple, il y aura les convocations des premières assemblées de paix qui vont se réunir à l'initiative du clergé. Souvent, c'est les évêques qui convoquent ça. Ça a lieu surtout dans le sud du royaume. Ça réunit donc les clercs, mais ils invitent les nobles et des membres du tiers-état afin de prôner la paix. Elles vont avoir lieu avec de plus en plus d'importance. Il y a également les conciles de paix. Le premier a lieu en 1989. Et plusieurs autres vont voir lieu dans les années suivantes. Là aussi d'abord dans le sud du royaume et vont s'étendre à tout le royaume, par exemple en Bourgogne. Les violences vis-à-vis des biens de l'Église et des pauvres sont condamnées, parce que bon, les nobles sont en théorie censés protéger le clergé et les pauvres, mais dans les faits, lors des différentes guerres, les populations et les bâtiments religieux ne sont pas épargnés, loin s'en faut. Donc ça, c'est dénoncé. Ils essayent aussi d'interdire les conflits, mais bon, dans les faits, ils ne peuvent pas. Mais ils vont essayer d'interdire durant certaines périodes les conflits. Ils vont demander aux seigneurs de prêter des serments pour respecter ces consignes-là et attaquer en justice les seigneurs qui ne respecteraient pas la paix de Dieu. Il y a des sanctions spirituelles qui peuvent être émises et il y a des nobles qui peuvent être excommuniés, donc c'est pas rien. Et parfois, il peut y avoir même des armées de paix. Ça paraît contradictoire, mais par exemple, à Bourges, il y a des armées de paix qui se forment pour attaquer les nobles qui enfreignent la paix de Dieu. Et parfois, ils prennent des châteaux et ils peuvent se massacrer des nobles, massacrer les habitants d'un château. Et voilà, donc c'est faites la paix, sinon on vous tue. L'Église va également condamner les tournois et des conciles vont les interdire durant le XIIe siècle, là aussi avec un succès limité. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que l'Église va tenter de détourner les nobles de la guerre privée par les croisades. En envoyant le noble se battre pour une cause juste à leurs yeux, une cause sainte, pour reconquérir la Terre Sainte loin, on évite des guerres privées en France. C'était une des raisons de l'appel de Clermont d'Urbain... Urbain II. C'est Urbain II l'appel de Clermont. Ah, j'ai un doute sur le numéro du Urbain, mais je crois que c'était Urbain II. Vérifiez, là j'ai un doute d'un coup. J'ai un doute d'un coup, donc je préfère vous vérifier avant de dire une bêtise, parce que ça peut m'arriver. Oui, c'est bien lui. Oui, c'est bien lui, Urbain II. C'est bien Urbain II. J'avais un doute, mais c'était bien lui. Urbain II a lancé l'appel de Clermont pour lancer la croisade. Une des raisons de cet appel, c'était de détourner les nobles des guerres privées. Autre raison, c'était évidemment reconquérir la Terre Sainte, se placer en protecteur de toute la chrétienté en appelant à défendre les chrétiens d'Orient, et que ce soit les chrétiens d'Orient vivant en Terre Sainte et les byzantins qui sont en difficulté face aux musulmans, et également du coup et se placer en chef en fait de cette croisade, puisque il y avait un légat du pape qui devait la diriger. Mais bref, là, c'est le sujet de l'appel de Clermont, c'est pas le sujet de ce soir. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir aussi qu'il y avait une concurrence politique entre la noblesse et le clergé, puisque déjà le clergé constitue une partie des conseils du roi également, donc il peut y avoir un conflit dans l'administration et dans les conseils du roi entre les nobles et clergés, de savoir qui va être le plus important comme conseiller du roi. Autre aspect, c'est aussi que certains grands seigneurs vont vouloir nommer les ecclésiastiques. C'est intéressant pour un grand noble, un prince, de nommer les ecclésiastiques, parce que autant ses vassaux, certes, il peut leur retirer des terres s'ils ne respectent pas leur serment, mais dans les faits, les terres qu'il leur a données, c'est héréditaire. Et donc il a certes un contrôle sur eux, mais pas total. Alors que l'évêque, s'il l'a nommé, c'est pas héréditaire. Déjà parce que l'évêque n'a pas d'enfant normalement. Mais du coup, ça veut dire qu'une fois que l'évêque est plus là, il peut nommer, c'est lui qui choisit qui est nommé à la place. Donc ça lui donne un contrôle bien plus fort sur ces personnes-là, qui sont aussi des personnes importantes pour contrôler le territoire. Donc il y a des grands princes qui vont tenter de nommer eux-mêmes aux charges ecclésiastiques, ce que le pape ne veut pas. Le pape, il considère que c'est lui qui doit nommer aux charges ecclésiastiques, et pas les princes. Donc il va y avoir des conflits de légitimité sur cette question-là,
et des conflits très importants. Ensuite, la noblesse peut également être en conflit avec le tiers-état. Déjà, avec les paysans qui vivent sur les terres du seigneur, il peut y avoir des raisons de discorde assez évidentes, notamment sur la question de la fiscalité, par exemple, question ô combien sensible. On l'a vu encore récemment avec les Gilets jaunes sur une question de taxes. C'est toujours une question qui peut provoquer des tensions très importantes. Évidemment, lorsque le seigneur veut prélever des taxes, des impôts sur des paysans qui ne vivent pas dans des conditions financières fous, ça pose problème. Ils sont pas, certes, le seigneur a des justifications sur pourquoi il prélève ces taxes, mais lorsque le paysan a du mal à les payer, il est évident qu'il va s'en plaindre. Et parfois, ça s'en plaint en allant jusqu'aux révoltes. Surtout lorsque les récoltes sont mauvaises, par exemple, c'est sûr que ça devient compliqué. Les communautés d'habitants vont s'y former pour tenter, à partir du XIe siècle, de négocier avec le seigneur pour de nouvelles chartes afin de fixer les impôts et les corvées et les fixer à des niveaux plus bas. Les seigneurs seront souvent contraints de faire des concessions durant cette période, puisqu'en fait, c'est une période où on a des défrichements de terres et de forêts et de nouvelles terres où les gens s'installent. Et du coup, si un seigneur est trop dur avec ses habitants, ils peuvent aller s'installer dans de nouvelles terres qui ont été défrichées chez un autre seigneur. Donc, et de même, certains seigneurs veulent attirer des personnes sur leurs nouvelles terres qu'ils défrichent et en échange donner des conditions avantageuses en matière de fiscalité. Et donc du coup, il y a une concurrence entre les seigneurs pour attirer les paysans à ce moment-là, ce qui les pousse évidemment à être plus conciliants et proposer des taxes moins lourdes, des corvées moins importantes. Voilà. On a également les villes qui prennent en importance et en autonomie. Il y a une forte croissance démographique des villes entre le Xe et le XIIIe siècle, et on cherchait à obtenir des statuts particuliers, des exemptions d'impôts, des autonomies communales, et plusieurs villes de France, ainsi que dans d'autres régions d'Europe, vont obtenir des seigneurs des chartes leur accordant une autonomie certaine. Certaines villes vont pouvoir disposer de leur propre administration, de leur propre justice, par exemple Montpellier, Toulouse, Besançon. Alors certes, cette nouvelle administration est souvent issue de la noblesse, donc de l'ordre dominant, mais on peut voir également la bourgeoisie obtenir une place importante dans la nouvelle administration de ces villes, et donc entrer en concurrence avec la noblesse. Il y a également parfois des seigneurs qui refusent d'accorder cette autonomie aux villes et c'est source de conflits. On a aussi parfois des villes qui vont acheter l'autonomie auprès de seigneurs qui sont en manque de ressources, donc on dit on te donne de l'argent et en échange on est autonome. Et au final, l'opposition parfois la plus farouche à l'autonomie des villes vient parfois du clergé, qui vont critiquer avec violence l'autonomie de certaines villes. Donc c'était parfois plus le clergé que la noblesse qui était en conflit sur ces questions-là. Ensuite, les conflits entre les bellatores et le roi. Le roi, techniquement, le roi est aussi un bellatores puisque c'est le premier des nobles. Mais il a un peu un statut à part, étant censé quand même être au-dessus de tous les autres. Il a également un statut sacré, du fait du sacre, donc il peut être vu aussi comme appartenant au clergé. Il est donc lié aux deux ordres privilégiés, et ce qui se voit dans la composition de son administration, comme on l'a vu, il s'appelle noblesse et clergé. Donc, le roi peut être en conflit avec les autres bellatores, comme les bellatores peuvent être en conflit entre eux. Notamment parce que la période du Xe, XIIIe siècle voit les Capétiens tenter de renforcer leur pouvoir, qui était assez faible au final en dehors de leur domaine. Il faut voir, oui, que les Capétiens en 987, ils sont élus au pouvoir, et les seigneurs en profitent d'être ceux qui élisent le roi pour prendre de l'autonomie, surtout qu'on est dans une période où le pouvoir royal était assez fragilisé par l'instabilité, donc ils en profitent pour renforcer leur autonomie. Et par exemple, les premiers Capétiens continuent de se faire élire, et du coup, ils ne peuvent pas faire grand-chose contre cet état de fait. C'est qu'à partir de Philippe II que ça commence à changer un peu, Philippe II Auguste, roi de 1180 à 1223, qui va beaucoup œuvrer dans le renforcement du pouvoir royal, étendre le domaine royal, il va ainsi intégrer la Normandie entre 1202 et 1206, ou encore le Poitou. Il va également lutter contre les seigneurs qui ont prêté serment aux Plantagenets, qui règnent alors sur l'Angleterre, donc là aussi c'est une source de tension, et donc les Plantagenets qui ont le soutien d'une partie de la noblesse française. Il va ainsi se battre contre le comte d'Auvergne, qui va finir par vaincre,
et il va donc ainsi renforcer son pouvoir. Il va également rétablir les serments de fidélité directement au roi. Donc là aussi, ça permet d'avoir un lien direct avec les nobles. On a également, du coup, on l'a vu aussi, le renforcement de l'administration royale qui va rentrer en conflit parfois avec l'administration des seigneurs. Les seigneurs vont dire non, ça c'est moi qui m'en occupe. L'administration royale va dire non, c'est nous. C'est une politique qui va se poursuivre après Philippe II. Le domaine royal va continuer de s'agrandir avec le Languedoc ou l'Anjou. L'administration royale continue de s'étoffer et la plupart des seigneurs vont finir par prêter serment au roi. Il y a également le principe du serment préférentiel qui est prêté du coup au roi. Lorsqu'un vassal, qui est aussi un seigneur de son côté, un noble, a prêté serment à son suzerain, il doit prêter serment au roi également. Donc il a deux serments. Deux serments. Caméra est là. Voilà, deux serments. La question est si ces deux serments rentrent en contradiction, si son seigneur et le roi sont en conflit, qui c'est qui doit suivre? En théorie, du coup, soit aucun des deux, soit il doit choisir entre les deux. Avec le serment préférentiel, le roi s'assure que c'est lui qui est préféré. C'est lui qui passe avant. Donc ça, c'est utile quand même d'imposer ça. Mais de leur côté, les seigneurs sont quand même attachés à plus d'autonomie. Ils veulent garder un certain pouvoir, et donc il y a un conflit sur cette question-là durant cette période entre les Bellatores et le pouvoir monarchique. Donc voilà, c'est un peu j'ai fait le tour du sujet de ce que j'avais parlé en examen. On voit donc que la noblesse a des interactions, un rôle dans la société qui est important par le combat et par l'administration. C'est une des pièces centrales du fonctionnement du royaume, mais que cette place centrale la lie aux autres ordres, parce que les autres ordres ont besoin d'elle, mais les autres ordres peuvent être en conflit avec elle. Donc c'est une interaction qui peut être complexe, fait à la fois d'interdépendance et de conflit. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Je vais vous laisser un petit temps pour répondre. Et puis sinon, je couperai le live pour ce soir. Et on se retrouve sûrement samedi. Samedi, en fait. Alors, je ne vais pas encore vous dire le sujet, parce qu'en fait, le sujet de samedi va être en lien avec la vidéo que je sors demain. Donc, deux nouvelles vidéos demain sur ma chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Le sujet sera en lien, je vous donne un indice, avec la date qu'on sera demain, donc le 21 mai 2021. Il y a un lien avec, et le live du coup de samedi 22 mai, le soir, sera en lien avec ce sujet. Donc je vous laisse essayer de deviner ce sujet, et sinon vous le verrez demain. Quand je sortirai la vidéo, dans l'après-midi, je ne sais pas exactement à quelle heure je la sortirai, ça dépend à quel moment je serai disponible pour la partager, parce que je peux juste la publier en automatique sur la chaîne YouTube, mais il faudrait que je sois là aussi pour la mettre sur la page Facebook, parce que c'est quand même là qu'il y a plus de monde qui suivent Histoire d'apprendre. Voilà. Donc je n'ai pas l'impression que vous ayez des questions. Donc merci à ceux qui sont passés, à ceux qui ont participé dans le chat, ça fait toujours plaisir. Donc merci à Laura et à Koubi. Alors je sais pas si des gens ont suivi Histoire de la chaîne Twitch, ou si des gens se sont même abonnés, parce qu'en fait j'ai mon Streamlab qui bug, et du coup je n'ai plus les abonnements et les follow qui s'affichent. Et d'ailleurs même les abonnements, je crois qu'ils ne s'affichent même plus dans mon gestionnaire de stream directement sur Twitch, parce que dans mes statistiques j'en ai eu un, j'ai vu le fait que quelqu'un s'était abonné, et du coup j'avais reçu l'argent, mais je n'avais plus aucune notification. Voilà. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai quand même jeté un coup d'œil pour voir. Donc j'ai deux personnes. Donc Koubi, tu suis la chaîne, merci beaucoup. Et aussi une autre personne qui a suivi la chaîne. Vous êtes deux de plus à follow la chaîne désormais. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous pouvez, à également vous abonner. Alors là c'est pas gratuit, c'est payant, vous payez 3,99$, mais du coup nous on reçoit un petit truc, ça nous aide à pouvoir investir pour améliorer la qualité de la chaîne. Pour l'instant, par exemple, vous voyez qu'on a une caméra de qualité moyenne, mais l'objectif cet été, c'est d'investir dans une vraie caméra, et qui sera ainsi, normalement je serai devant, beaucoup moins flou et moins saccadé. Même si le saccade vient aussi un peu de la connexion internet. Mais ça par contre, je ne pourrais pas y faire grand chose dans l'immédiat. Mais déjà avoir une meilleure qualité d'image, ça sera sûrement cool. Ils auront tout une caméra qui serait adaptée à ça. Donc
Je vous souhaite une bonne soirée. Donc on se retrouve demain déjà, on se retrouve sur YouTube, la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, avec donc une nouvelle vidéo. Et on se retrouve samedi soir en live, à peu près le même horaire. Voilà. Donc bonne soirée à tous. J'espère que vous allez passer du coup un bon vendredi et un bon week-end également par la suite. Et juste regarder s'il y a des gens en live pour vous envoyer en raid. Il y a Histoire appliquée, discussion. Donc je sais pas de quoi il parle ce soir, mais peut-être d'histoire. Donc voilà, si vous êtes intéressé, allez voir ce qu'il fait. Et bonne soirée à tous.